Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de suivre ce débriefing. Exceptionnellement, nous aurons un seul personnage sur ce plateau, contrairement aux habitudes. Nous avons toujours deux personnes pour débattre de l'actualité, d'un phénomène, d'un sujet qui fait la une. Aujourd'hui, sur ce plateau, Délice Sanga, député national, président de l'Envol, une sorte d'ONG aux allures de partis politiques. On va peut-être en parler en fin d'émission. Ancien du MLC, ministre sous le 1+4. Vous êtes le nouveau coordonnateur de l'opposition républicaine. Exact. Mais ce n'est pas encore officiel. Disons que dans les instances de la plateforme, c'est officiel et ça fonctionne. Il y aura une manifestation pour pouvoir installer tous les organes. Il y en a 3. Il y a l'autorité morale à la personne du président du Sénat, l'honorable Kengo Adondo. Il y a le modérateur du Conseil national, sorte de bureau politique de la plateforme, à la personne du professeur Mokonda Bonza, et moi-même qui patronne l'exécutif comme coordonnateur. C'est curieux parce que chez les autres, Lisanga, Bonganga, etc., ils se disent toujours de l'opposition républicaine, mais sans autorité morale. Et la plateforme qu'ils ont mise sur pied, notamment le Front populaire contre la révolution, la révision constitutionnelle, ils la considèrent comme une sorte de continuité de l'opposition républicaine. Réaction? Vous savez, les regroupements politiques, les partis sont des autres mutants, vivants. Ils ont créé un front dont vous me parlez, qui n'a rien à voir avec l'opposition républicaine. C'est peut-être une mutation, c'est comme les virus et les bactéries, ils se multiplient, ils se dupliquent. Je vous parle de l'opposition républicaine dont j'assume la coordination, et vous avez un tas de responsables qui sont à l'intérieur avec comme tête de pont, l'honorable président du Sénat, l'honorable Kengo Adondo. Du coup, il y a cette question, la dissidence, c'est vous ou c'est eux? En l'occurrence, l'acte constitutif et la suite, c'était l'opposition républicaine autour du président Kengo avec les organes. Vous comprenez qu'ils ont monté une autre organisation. Donc nous ne sommes pas dans la dissidence, nous sommes dans la racine principale. Nous sommes le cœur de cette opposition républicaine telle qu'il a été créé au niveau du Parlement d'abord, dans son extension ensuite, et tel qu'il a vécu au moment des concertations. Et maintenant, nous voulons lui donner un avenir au-delà des contingences immédiates. Sommet États-Unis-Afrique, quelles sont les attentes? Écoutez, vous savez, à ce genre de sommet, l'Afrique a beaucoup changé aujourd'hui. D'abord, d'un point de vue économique, c'est devenu un partenaire à part entière. La classe moyenne à l'échelle de l'Afrique est aussi importante en termes de consommateurs que toute l'Union européenne. Le niveau de la pauvreté, par contre, est resté important parce que nous n'avons pas résorbé les défis démographiques. Et en 1960, l'Afrique, c'était 220 millions d'habitants à peu près. Aujourd'hui, nous touchons vers le milliard, mais il y a les phénomènes de pauvreté touchent davantage de gens qu'à l'époque. Nous avons des problèmes de structure de croissance, parce que c'est une croissance basée essentiellement sur l'exportation de matières premières, et notre insertion dans l'économie mondiale reste faible en termes de valeur ajoutée, et donc ce qui complique la manière de traiter les problèmes liés au chômage, au sous-emploi et à la pauvreté. Ça, c'est important qu'au terme de ce sommet avec un pays comme les États-Unis, un des grands pôles économiques mondiaux, on puisse trouver des solutions. En même temps, nous avons des problèmes de gouvernance dans nos pays, qui sont des problèmes qui se posent en termes de démocratie, en termes d'enracinement de l'état de droit, qui participent tous de la gouvernance et de la résolution des premiers problèmes que j'ai évoqués. Donc c'est généralement de gros enjeux, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir en termes de ce type de sommet. Est-ce que les beaux discours sont faits, mais est-ce qu'ils sont suivis des faits? Ça laisse savoir. C'est un sommet initié à la suite de l'avancée de la Chine en Afrique? À la suite de l'avancée de la Chine en Afrique, mais je crois que les gens le prennent mal, cette avancée de la Chine en Afrique. L'avancée de la Chine en Afrique doit être vécue et vue par les partenaires traditionnels du continent
comme ayant été à un moment donné, si vous voulez, la marginalisation dont l'Afrique a fait l'objet après la guerre froide, a conduit certains pays à ne pas voir les mutations qui se faisaient réellement en Afrique. Mais l'Afrique d'aujourd'hui est une Afrique différente de celle des années 90 et radicalement différente des années 60. La Chine a été peut-être, par rapport à la particularité de son histoire politique et de son histoire économique, beaucoup plus attentive à cette évolution de l'Afrique que ne l'ont été l'Europe et les États-Unis. Mais l'Afrique est appelée à coopérer avec tout le monde, avec tous les pôles, et il ne faut pas voir ça en termes de contradiction. Il faudrait que l'Afrique soit un centre capable de redéfinir son développement. On a dit vers la fin du siècle dernier que la Chine s'éveillera. Elle s'est éveillée, mais je pense que ce siècle, le 21e siècle, sera peut-être aussi un siècle africain. On va y parler économie, on va y parler aussi gouvernance, vous l'avez dit. On va parler gouvernance parce que... Pas touche à la Constitution, ça sera... Nous avons des vrais problèmes. Ça sera très à la mode au cours de ce sommet. Oui, ça sera très à la mode parce qu'on l'a vu dans beaucoup de pays. C'est que l'Afrique est passée par des moments un peu complexes. Nous avons été, après la guerre froide, dans un contexte où tout le monde a démocratisé. Et pour garantir l'alternance, il y a eu des règles vers un constitutionnalisme rigide où on garantissait l'alternance au pouvoir. Et forcément, avec le temps, les réflexes de remise en cause, une sorte de révisionnisme, pas constitutionnel, mais idéologique, voulant amener les pays vers de sortes de démocratures, comme on en a parlé à un moment donné, le pouvoir personnel, le pouvoir d'un camp, conservé sous les apparences d'une démocratie. Cette tendance tend à revenir et à remettre en cause les acquis pourtant patiemment construits, et notamment dans notre pays au prix du sang. Si Kabila ne se présente pas en 2016, quelle est l'alternative? Les problèmes ne devraient pas se poser en ces termes. Les problèmes devraient se poser si Kabila ne se présente pas, et il ne devrait pas se présenter, la Constitution ne lui autorisant pas, en 2016, l'alternative, c'est de renforcer les institutions. Moi, je pense que les gens doivent éviter de faire de Kabila un problème de la démocratie. Moi, je voudrais qu'on le voie comme une solution. Voilà un personnage, une personnalité des histoires politiques de notre pays, qui a l'âge qu'il a, il est dans la quarantaine, qui a été président pendant toutes ces années, et qui peut, pour la première fois de l'histoire de ce pays, donner la chance d'avoir un président qui sort de fonction, qui soit vivant, et en même temps, qui puisse faire le passage de témoin. Nous avons besoin de ce symbole parce qu'une nation ne se construit pas seulement avec le nouveau. Nous avons besoin de ce symbole où vous avez des sages, des gens qui ont assumé les plus hautes responsabilités, qui sont sortis des charges et qui deviennent presque comme des proconsuls qui vont aider le pays à avancer. Ce geste-là est en quelque sorte le point d'achèvement du processus de construction démocratique. Il restera à conquérir, mais nous aurons alors franchi un pas. Si c'est l'inverse qui se passe, nous remettrons alors en cause tous les acquis qui ont été construits patiemment depuis des dizaines d'années. Et je vous l'ai dit, dans notre pays, ils ont été construits au prix du sang. 5 millions de morts, c'est pas rien. Il faut savoir d'où nous venons. Au-delà des idéaux, au-delà des hypothèses, qui comme candidat de l'opposition en 2016? Vous savez, l'opposition est vaste. Qui comme candidat? La question ne se pose pas encore. La question se posera lorsque les élections viendront. Je souhaite pour ma part, comme je l'avais dit en 2011, que l'opposition soit rassemblée pour pouvoir provoquer l'alternance. La question ne se pose peut-être pas sur la place publique, dans les officines, dans les états-majors, ça se discute, les profils, les ambitions, les envies, il y en a. Oui, mais vous savez, on ne bâtit pas un pays que sur base des ambitions individuelles. Je voudrais voir cette ambition pour le Congo. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que nous voulons... Il faut bien réfléchir sur des gens qui ont des chances de réussir, de l'emporter. Oui, il faut réfléchir sur les gens qui ont les chances de l'emporter, ça c'est très bien, mais il faut réfléchir aussi sur le projet. Il faut travailler sur Non, il faut travailler sur le projet. Et ce projet peut fédérer. Et une fois que le projet a fédéré,
on peut le servir. Vous savez qu'au Congo, les gens n'ont rien à foutre, passez-moi l'expression, des projets. Le vote est très sociologique. Et c'est pourquoi ils ont foutu le pays là où nous en sommes. Le vote est très sociologique ici, on ne peut pas se le cacher. Non, le vote a toujours été sociologique, y compris quand il y a un projet. C'est sociologique. Mais si vous voulez me dire que le vote ici passe par le sentiment, c'est pourquoi le pays a régressé. La dimension du Congo, laissez-moi vous dire un mot là-dessus. La dimension du Congo mérite que ce pays ait une gouvernance au niveau des standards les plus élevés au monde. Parce que les enjeux du Congo, c'est un grand pays. Je vous ai dit, le 21e siècle sera peut-être africain. Dans ce défi, le Congo a un rôle capital à jouer. Mais il ne jouera pas s'il est géré à la fois par les sentiments, dans l'incompétence et dans la fourberie. Le Congo devra être géré comme un pays moderne, comme les grands pays l'ont été dans leur histoire. La Russie, la France, l'Indonésie, la Chine, le Brésil. Regardez ce pays-là, comment est-ce qu'ils sont gouvernés? Il y a, si vous voulez, un minimum commun, un fond commun. Le Congo n'est pas un petit pays, c'est un pays aux enjeux géostratégiques importants et qui, au niveau de l'Afrique, devra être le moteur de l'économie de demain. Alors, pour ça, il faut lui donner la gouvernance qu'il faut. Et ce n'est pas un homme, c'est toute une dynamique, c'est toute une politique qui doit durer et lui survivre. Un chef d'orchestre qui a le profil maintenant. Il faut un chef d'orchestre, mais vous me parlez de maintenant, c'est une question des circonstances. Pour 2016 tout dépendra, ou plus tard. Lorsque le projet sera achevé, vous verrez que cela va se cristalliser de soi. C'est la langue de bois, là, vous ne voulez pas avancer? Je parle pas de la langue de bois, parce que je n'en vois pas, parce qu'il n'y a pas de projet qui soit avancé. Tiens, comme on est aux États-Unis, par exemple, on parle d'Hillary Clinton comme probable candidate, etc. Il y a des noms qui sont avancés. Mais vous savez, ici, je ne sais pas qui... En France, maintenant, on parle éventuellement de Manuel Valls, du retour de Nicolas Sarkozy, en dépit de ses déboires judiciaires. Oui, j'ai entendu beaucoup de gens parler de 2016. Je n'ai pas encore entendu qu'ils sont candidats, qui veulent y aller comme 2016. C'est comme une sorte de tabou, on ne veut parler d'une autre personne. Mais parce que c'est trop tôt. C'est un mot que vous... Parce que c'est trop tôt. Nous, à l'opposition républicaine, notre ambition, c'est qu'il faut qu'un projet se mette en place, il faut que la démocratie soit consolidée. Vous donnez des exemples, mais qui ne correspondent pas à la culture politique de notre pays, la France, les États-Unis, ainsi de suite. Nous voulons y parvenir, mais nous n'y parviendrons qu'au prix. C'est vous qui parliez de projets. Sous d'autres cieux, ce sont les projets qui comptent. Oui, c'est le projet. Et l'opposition républicaine en a un qu'il a commencé à élaborer avec d'autres pour que la démocratie s'enracine. Ici, la culture n'est pas encore au projet. Ici, on mais il faudrait la culture des hommes populaires. Non, c'est Tiens, dans notre camp, il y a par exemple quelqu'un comme Moïse Katumbi qui est très populaire. Il peut faire le contrepoids? Vous savez, je veux dire, Moïse, je ne sais pas s'il est candidat, pourquoi faire pour amener ce pays où, là où vous en parlez, bon, pour moi, ça reste des points de détail par rapport à chez vous, vous ne voulez pas citer des noms, moi je vais citer Moïse Katumbi dans l'autre camp, s'il n'y a pas Joseph Kabila. Chez vous, Léon Kengo Adondo, peut-être trop vieux. En tout cas, il ne m'a pas dit qu'il était candidat. Désolé pour ceux qui vont m'en vouloir. Il ne m'a pas dit qu'il est candidat, mais je dis, vous savez, il y a des vieux qui ont l'esprit jeune. C'est un peu comme Mugabe, quoi. Non. Il y a des vieux qui ont l'esprit jeune et des jeunes qui ont l'esprit complètement vieux. Comme Mugabe, comme Bouteflika. Oui, mais je pense qu'on peut faire tous les reproches que l'on veut au président Kengo, qui est président du Sénat depuis bien des années et qui admirablement conduit cette institution, qui est respectée et a su lui donner la place qu'il faut dans les institutions de la République, à l'âge qu'il a. Et donc, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à donner et qui donne à la République. Donc, on devrait pouvoir en être fier. Vous savez, nous sommes dans un pays où les mérites des uns et des autres sont souvent déniés pour des motifs farfelus, mais lorsqu'ils disparaissent, il nous vient parfois de pouvoir reconnaître que celui-là avait du mérite et pouvait rendre d'éminents services à ce pays. Venons à cette polémique sur la révision de la Constitution. Dans le camp Kabila, la majorité des partis politiques se sont prononcés pour une sorte de troisième mandat, tollé général au niveau de l'opposition et de la société civile. Et ils disent qu'ils sont dans la légalité quand ils veulent passer par un référendum pour arriver à un éventuel troisième mandat. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, Kabila n'était pas un problème. Kabila devait être une solution à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Ensuite, je vous dirais que
il y a ce que j'appellerais un peu les JUSA. Voulez-vous vous expliquer? Parce que c'est avec lui qu'il faut faire la transition, finaliser la transition démocratique. Ce que j'appelle la transition démocratique dans notre pays. Pour un passage de témoin. Si on veut, un homme civilisé. Oui, si on veut que ça se passe bien, il faut qu'il soit impliqué. Il faut qu'il soit impliqué. Il faut qu'il s'implique parce qu'il est d'abord garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il est le président de la République en exercice. Il faudra donc compter avec lui. Il faudrait à travers lui donner aussi un modèle à ce pays. Un modèle dans le sens qu'on peut avoir exercé les plus hautes responsabilités, pas finir comme Kasavubu, pas finir comme Mobutu, pas finir comme Laurent Désiré Kabila, et que nous avons besoin des modèles dans ce pays. Il a la chance d'avoir l'âge qu'il a, d'avoir exercé ses fonctions à cet âge-là, et dans un contexte constitutionnel qui est celui-ci. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas en faire un problème. Vous pensez qu'on lit tous ou qu'il en a envie lui-même? Là, vous m'aidez. Ou que ça se fait sans lui? Ça se fait sans lui, vous pensez? La chose que je peux dire, je ne suis pas préjudicitateur, hein. Donc, je ne lis pas dans les têtes des gens. Mais vous analysez. J'analyse. J'ai dit ceci. Le président de la République, depuis que je suis parlementaire en 2006, est venu devant l'Assemblée à chaque fois, sur les discours de l'État, sur l'état de la nation, s'est prononcé sur les questions constitutionnelles et j'avais compris que pour lui, on ne faisait pas des modifications constitutionnelles pour des convenances personnelles. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément. Nous nous sommes retrouvés aux concertations où nous avons dit effectivement que la Constitution, en ce qui concerne les clauses les plus importantes, celles qui sont verrouillées par le 220, il fallait pouvoir le préserver. Alors, les gens trouvent toujours des pirouettes. Mais vous savez, un pays n'a pas besoin de constitution, un pouvoir, je vais même vous surprendre, n'a pas besoin de constitution, parce qu'en réalité, dans une vision tout à fait réaliste et machiavélique, le pouvoir, c'est une question de rapport de force. On peut pouvoir exprimer ces rapports de force. Le problème, c'est que le paravent de la révision comme technique juridique n'est ici qu'un instrument au service d'un rapport de force qu'on veut pouvoir imprimer et j'ai même entendu les gens dire, quand on a le pouvoir, qu'on veut le conserver, on doit utiliser tous les moyens. Non. Dans une démocratie, on ne conserve pas le pouvoir par des moyens déloyaux. Alors, je dis par là que la question doit être vue en termes d'opportunité. Y a-t-il, oui ou non, opportunité à le faire? Moi, je pense que non, pour les raisons que je vous ai avancées. Mais je vais aller encore plus loin. Je vais vous dire que la Constitution que nous avons, c'est le prix d'un compromis du pays, au prix du sang, sur, qu'il ne doit plus y avoir de guerre civile dans ce pays. Les gens prennent des armes parce qu'ils disent qu'il y a une dictature en face. Ça a été fait en 1997. L'actuel président était du camp de la rébellion, avec la FDL. Et face à l'autoritarisme du régime de M. Laurent Désiré Kabila, d'autres, dont moi-même avec d'autres camarades, avons aussi pris des armes. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à Lusaka, les gens ont considéré qu'il était légitime au Congo que les gens aient pris des armes. C'est ça que ça veut dire Lusaka. Lusaka a considéré que ceux qui avaient pris des armes avaient des raisons légitimes de le faire. Et quand on se retrouve à Addis Abeba, que le Congo est tensé sous des questions de politique intérieure, démocratie, décentralisation, ça veut dire quoi? On dit au Congo, la communauté internationale, faites gaffe. Parce qu'à chaque fois que les gens prennent des armes dans notre pays pour combattre un régime, déstabiliser, c'est-à-dire tuer des Congolais pour des questions de pouvoir, c'est nous qui perdons, mais la communauté internationale voit cela comme légitime. Nous sommes allés même plus loin. Dans la Constitution, il est dit, article 64, que tout celui peut, tout le monde peut utiliser tous les moyens pour mettre fin à un régime qui se maintient par la force ou qui viole les règles fondamentales. Lorsque on attente à ces compromis-là, qui vient de loin, qui a mis fin à une guerre, qui a donné au pays la possibilité de mettre fin au projet de balkanisation, alors je comprends que les traîtres se recrutent parmi ceux-là. Parce que offrir ainsi son pays en pâture, c'est livrer le pays à l'instabilité pour que demain, les mêmes viennent négocier le sang des innocents.
Nous ne sommes pas de ces calculs-là et nous disons que ça, c'est une fumisterie, il faut arrêter. La Constitution peut être révisée, mais il y a des dispositions pour lesquelles il n'y a pas de révision possible. Alors, maintenant, dans un rapport de force, parce que le président a la majorité à l'Assemblée, que manifestement, la majorité considère qu'elle contrôle la CENI, que manifestement, elle contrôle le rouage du pays. Ils peuvent faire une révision constitutionnelle des convenances. Il y a une pétition. Mais la question, même la pétition, alors il faut bien qu'on se comprenne. Quand on a fait la Constitution, en verrouillant le 220, on n'a pas dit que le 220 n'était pas déverrouillable par la révision par voie législative ou par voie référendaire. On a dit que ces matières ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ce à quoi ils répondent ceci Écoutez, je connais leur réponse. C'est une question d'option politique forte. C'est là que se trouve le consensus. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, si on revisait cette disposition, on va redonner de l'élan à l'instabilité dans ce pays. Alors vous savez, il y a des jouisseurs de la République qui sont là, qui ne pensent qu'à eux, qui s'en foutent et qui négocient à chaque fois. Les jouisseurs. Oui, le sang des innocents. C'est un peu fort. Je frappe pas, je vous dis, ce qui met en mouvement beaucoup, c'est la jouissance de vivre aux frais de la princesse, d'en tirer, la princesse qui est à la République, d'en tirer le maximum de profit. Mais ils ne voient pas l'intérêt général. L'intérêt général, aujourd'hui, ne commande pas qu'une telle révision soit faite. Parce que le pays, je rappelle, est encore fragile. Il y a encore un an, même si aujourd'hui les gens ont tendance à oublier, il y a encore un an, dans ce pays, on en appelait à la cohésion. Pourquoi? Parce que le pays était agressé, qu'il y avait des coins qui étaient occupés. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est au-delà de ça? Moi, je ne prendrai pas une telle initiative. Au demeurant, lors des concertations, nous nous sommes mis d'accord pour que ces questions ne fassent pas l'objet de révision constitutionnelle. On passe à autre chose. Quels sont vos souvenirs du MLC? Ah, j'ai des très bons souvenirs. Vous savez, le MLC a accompli dans ce pays quelque chose que je ne regrette pas, d'avoir combattu avec des camarades pour l'avènement de la démocratie, d'avoir été jusqu'au sacrifice suprême pour certains d'entre nous qui sont tombés sur les champs d'honneur pour que la démocratie revienne dans ce pays, que le peuple congolais ait la liberté de faire son choix. Ça a été une tranche de ma vie, une tranche que j'ai beaucoup appréciée, que je pense a été utile pour le pays et pour sa démocratisation. Vous n'êtes pas gêné de passer d'un camp à l'autre? De passer duquel je n'ai pas changé de camp. Je suis dans l'opposition et vous savez bien que j'ai toujours, y compris quand j'étais au MLC, défendu le principe que sur certaines questions, et aujourd'hui les difficultés que nous avons sont des difficultés qui sont attenant au fait que certains se pensent déliés de certains engagements qui étaient dans la Constitution. Vous savez, lorsque nous nous sommes retrouvés à Sun City, à Lusaka d'abord, lorsqu'on a parlé du nouvel ordre politique, c'était quoi le nouvel ordre politique? Pour mettre fin à la guerre et éviter la balkanisation du pays. C'était de mettre en place une constitution qui garantirait la liberté de tous, qui garantirait l'alternance, qui garantirait qu'il n'y aurait plus le pouvoir d'un seul ou d'un seul camp. C'est à ce prix-là qu'on a mis fin à la guerre. Lorsque certains pensent qu'on peut revenir là-dessus, ils sont en train de délier tout le monde de cet engagement-là. Et délier les gens de cet engagement-là pourrait amener à des difficultés. Or, après les élections, ce qu'il lui a fallu faire, c'était de pouvoir renforcer les mécanismes de la démocratie, la réforme de la justice, la réforme de l'administration, la réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement, et enraciner le cycle électoral. Ces choses-là ne sont pas ni de la majorité, ni de l'opposition, mais nous concernent tous. Donc je n'ai pas changé de camp, j'ai toujours dit que sur ces questions, nous devons avoir une communauté de principes. Vous savez, je suis très fier lorsque, par exemple, aujourd'hui, on a mis en place la Cour constitutionnelle, mais que nous avions rédigé l'initiative de loi pour que cette Cour soit en place. Il y a beaucoup de réformes que nous avons engagées au niveau de l'Assemblée nationale, sans être dans la majorité, mais qui sont des réformes, pour moi, je pense, doivent être accomplies pour faire avancer le pays, et je le ferai chaque fois nécessaire. Vous êtes une grande lumière à l'Assemblée, ça c'est incontestable. Léon Kengouadondo est-il de l'opposition?
Pourquoi la question se pose? Après les concertations. Nous avons été nombreux aux concertations. Vous savez, mais vous m'étonnez, cette absence des cultures politiques dans notre pays. Dans le sens que l'opposition, c'est quoi? Je suis l'auteur de la loi sur le statut de l'opposition politique dans notre pays. Et cette loi garantit et organise les mécanismes par lesquels le pouvoir peut discuter avec l'opposition. L'opposition, c'est une différence de point de vue sur les options de politique. Nous avons des divergences de point de vue, mais nous considérons aussi que lorsque la patrie est en danger, et elle l'est, et nous sommes en train d'aller au grand défi, d'ici 2016, 2017, nous sommes en train d'aller au grand défi, et que le pays est occupé, comme il l'était à un moment donné, qu'il faut redéfinir les fondamentaux, qu'il faut réaffirmer la concorde intérieure. Nous pensons qu'en ce moment-là, comme toutes les grandes nations, il est bon que tous les esprits se mettent ensemble pour voir les choses de la même manière. Ça a été le sens pour nous des concertations. Mais ce n'est pas dire que nous avons été en concertation, ça veut dire qu'on se soit rendu. Mais ce n'est pas la première expérience, vous m'étonnez. Comment on a fait les 1+4? Nous qui étions en guerre, nous étions de point de vue opposés. Nous avons pourtant négocié pour l'intérêt général afin de remettre le pays sous les rails. Ce Congo a des défis importants. Et il faut que les esprits les plus avisés soient toujours alertés. Qu'il y a des moments où les gens doivent se serrer les coudes pour aller dans le même sens. Vous vous battez pour entrer au gouvernement? Vous savez, j'ai eu la chance, d'avoir été au gouvernement, d'avoir été ministre du Plan. Ministre du Plan. J'ai eu la chance d'exercer d'autres fonctions comme directeur de cabinet, d'avoir été à l'Assemblée, président d'une grande commission. Du vice-président de la République. Du vice-président de la République. Je pense que ma conception de la politique n'est pas que quelqu'un doit être absolument au gouvernement. Ce n'est pas un objectif. Je ne dors pas en rêvant d'être au gouvernement. Je m'engage et je me suis engagé dans la vie politique avec d'autres pour que les choses changent dans ce pays. Et je pense que c'est cela dont on a besoin. Le reste, c'est des points de détail. C'est des points de détail. Vous savez, depuis que le Congo est Congo, il y a eu plus de 2500, je pense même 3000 ministres. What's next? Combien de premiers ministres? Combien de présidents de la République? Il nous arrive parfois de penser que nous sommes à ce point important qu'on ne pourrait pas se passer de nous, mais allez au cimetière, vous verrez qu'il y a plein de gens irremplaçables, mais le monde continue à tourner. Mais il faut qu'on arrête. Sa petite personne ne représente rien par rapport à l'immensité du pays, aux enjeux du pays. On ne peut pas en faire un enjeu politique que de devenir ministre. Non. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons transformer ce pays. Comment est-ce que nous allons le changer? Avec d'autres, bien sûr. Quel changement avait apporté le 1+4? Le 1+4 Il a permis d'abord de mettre fin à la longue période d'incertitude. Il ne faut pas oublier que le pays était divisé et que le projet de la balkanisation du pays pouvait devenir une réalité, qu'il y avait une dictature à Kinshasa et qu'il fallait mettre fin à cette dictature, qu'il fallait redonner la parole au peuple congolais, ce qui a été fait, et qu'à l'issue du 1+4, on a rendu possible la tenue d'un processus électoral. C'était une grande victoire. Vous savez, ceux qui nous ont critiqués et qui avaient dit 1+4 égale 0 ont été les bénéficiaires après du résultat du 1+4 parce qu'au processus de 2011, ils y sont venus. Ils faisaient référence au social, peut-être. Oui, mais ils y sont venus sur le plan politique. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vous savez, la plupart des projets qui avaient été engagés sous le 1+4 sont ceux qui produisent des résultats aujourd'hui, des projets dans les secteurs miniers, dans les secteurs dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs agricoles. La plupart des choses qui avaient été engagées à l'époque sont des choses qui produisent aujourd'hui et qui soutiennent la croissance parce que le pays ne se limite pas au moment d'un gouvernement. Il faut voir tout un tout. Moi, je suis sûr, et vous demandez aux gens dans la rue, vous demandez à certains, ils vous diront que pendant la période de 1+4, il y a eu du travail qui a été fait. Mais à chaque jour suffit sa peine. Ça m'arrache un sourire. Oui. Comme je ne peux pas mettre un commentaire, bon, une conclusion. Une conclusion, nous sommes persuadés que ce pays a encore besoin d'un sursaut national
ce pays a besoin de se rassembler en interne, parce que le Congo, souvent nous disons, il est attaqué de l'extérieur. Non, le Congo est faible de ses fragilités internes. Et il faut réparer ces fragilités une fois pour toutes. Il faut lui donner une existence dans la durée. Et donc, il faut des réformes qui soient accomplies dans le bon sens. Il faut un esprit d'équilibre dans la manière dont on fait les choses. Et c'est comme si nous étions dans une voiture. Et nous sommes sûrs qu'au bout du chemin, il y a un précipice. Et plutôt que d'arrêter les véhicules, de prendre la bonne direction, on est en train de se disputer les strapontins. On doit pouvoir arrêter les véhicules et dire « nous allons dans la bonne direction ». Parce que la ligne pour aller dans la bonne direction avait déjà été tracée et est connue de tous. Nous en appelons donc au sens des responsabilités des uns et des autres. Merci beaucoup, Délice Sanga. Ipungu Djaka5, c'est ça. Député national, président de l'Envol, ancien du MLC, ministre Solin plus 4. Comment va l'Envol? Vous savez bien, on est en train de restructurer. On a restructuré les comités nationaux. On a un nouveau secrétaire général en la personne de Freddy Soukoussoukou, l'ancien vice-ministre du budget. Nous sommes en train de restructurer les fédérations. Et dans les mois qui viennent, on vous invitera, vous verrez que l'activité se fait. Vous savez, on est habitué tellement aux activités festives des partis politiques. Nous avons arrêté ces côtés pour pouvoir travailler dans le fond, sur le recrutement et sur la restructuration à la base. Et bientôt, les résultats vous seront rendus. Merci beaucoup. On viendra pour être les témoins. À la semaine prochaine pour un autre numéro de débriefing.